Dans l'URSS des années 70 et 80, le temps ne s'écoulait pas de la même manière qu'à l'Ouest, particulièrement le temps automobile. Entre l'autorisation et la décision de produire une petite voiture à moteur avant et traction prise en 1978 et le début de la production de la petite 1102 Tavria le 18 novembre 1987, de l'eau avait coulé sous les ponts et forcément ça se voit dans le résultat final qui est, disons, très soviétique. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et ça faisait un petit moment que je voulais vous parler de cette voiture qui n'a absolument aucun intérêt. J'ai eu beau chercher, j'ai vraiment rien trouvé de très intéressant, et vous allez me dire, pourquoi en faire une vidéo ? Eh bien, vous n'avez pas tort. Bon, déjà premièrement, c'est une voiture de l'Est. Et comme toutes les voitures de l'Est, elles ont ce petit charme particulier, cette précision dans la finition qui est proche de celle d'un tireur d'élite aveugle. Mais surtout, nous avions eu droit à cette voiture en France, puisqu'elle a été importée pendant quelques années, et je pense que beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Mais s'en souviennent peut-être sans vraiment s'en souvenir d'ailleurs. Vous admettrez donc que ça fait deux très bonnes raisons pour vous parler de cette voiture aujourd'hui, cette voiture soviétique et inintéressante, et vice-versa, ça fonctionne dans les deux sens. C'est aussi pour ça que je porte fièrement ce t-shirt qu'un abonné m'a gentiment offert il y a quelques temps. Il se trouve que c'est l'un de mes groupes préférés et qu'ils sont soviétiques, et c'est aussi pour ça que je me suis servi un petit verre de vodka. Alors, comment on dit en russe à la vôtre ? Spasiva, je crois que c'est merci, mais à la vôtre, je sais pas. Lada. Magie du cinéma. Bien, maintenant que j'ai digéré le bortsch, je vous propose un petit jeu. Si vous arrivez à me trouver le nom du groupe, le nom du chanteur, c'est lui, et la voiture dans laquelle il est décédé malheureusement, je vous offre un code promo de 20% à valoir sur les montres de la boutique Vintage Driver. The Vintage Drivers. Vous y trouverez notamment cette magnifique montre Starcher Engine. Vous avez toutes les infos dans la description, dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Évidemment, vous pouvez participer, vous pouvez être 100 000 à participer, il n'y a pas de code promo limité. Tous ceux qui trouveront les bonnes réponses, eh bien, vous aurez 20% de remise. Allez, je vous donne un petit indice quand même. Ce monsieur est décédé en 1990. Et je vous donnerai peut-être d'autres indices à la fin de la vidéo. Bien, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec les tout premiers prototypes de cette 1102 qui avait roulé en 1978 et 1979 et qui s'inspirait quand même très fortement de la Ford Fiesta de la même époque. Mais les entreprises soviétiques de cette époque, et c'est sans doute encore le cas aujourd'hui, devait se plier aux exigences du pouvoir politique, et dans la République soviétique socialiste d'Ukraine, membre de l'URSS, on avait préféré attribuer du budget en priorité à l'autre constructeur national, Vaz. Et il fallut donc attendre presque 10 ans de plus, jusqu'en 1986, pour voir enfin les premiers prototypes proches de la voiture de série, et 1987 pour la mise en production. Autant dire qu'avec autant de retard, la 1102, qui se voulait être une voiture moderne à sa conception, était complètement dépassée à sa sortie. Physiquement d'ailleurs, on pouvait lui trouver une certaine ressemblance avec l'Old Seed Club, plus connu chez nous sous le nom de Citroën Axel. Et à ses débuts, la 1102 dispose d'un moteur à 4 cylindres de 1,1 litre et 51 chevaux. Ça paraît peu, mais pour l'époque c'était pas mal, surtout qu'elle ne faisait que 740 kg. C'était donc largement suffisant. Il s'agissait donc d'une voiture tout à fait populaire dans son pays d'origine et low cost avant l'heure pour l'exportation. Et c'est le réseau Porsche qui la distribuera chez nous, en France, à partir de 1990, et il vantait son prix d'attaque 35 900 francs, soit la voiture la moins chère du marché. Et rendez-vous compte, même une 2 chevaux de base, donc je parle même pas de la Charleston, coûtait 4 000 francs de plus pour une 2 chevaux. Une voiture qui avait déjà 50 ans. Mais bon, même avec ce positionnement tarifaire ultra agressif, Porsche arrêtera la distribution après 3 ans seulement et 1606 exemplaires vendus. En même temps, c'est pas compliqué, personne en voulait.
Donc vous l'aurez compris, la 1102 Tavria n'avait rien d'un best-seller, en tout cas en Europe occidentale. Mais dans son propre pays, cette petite voiture rencontrera son beau petit succès. Et elle eut droit à bon nombre de déclinaisons, notamment la 1103 Slavuta 4 portes, la 1105 Dana, c'est un break 5 portes, pick-up, fourgonnette, toute une gamme destinée à séduire la clientèle locale. Malgré cela, la disparition de l'URSS rendait difficile la situation économique du constructeur ukrainien qui se mit à chercher dès le milieu des années 90 un partenaire qui pourrait lui offrir tant du cash que de la technologie ou des projets de nouveaux modèles. Et c'est l'ambitieux coréen Daewoo qui était devenu spécialiste en sauvetage d'entreprises soviétiques, notamment FSO en Pologne ou encore Holcit en Roumanie. En gros, c'était le Bernard Tapie de la voiture communiste. Bref, Daewoo qui s'offre donc en 1998 50% du capital, avec pour ambition de produire sa gamme en Ukraine sous le nom ZAZ, ce qui n'a rien à voir avec la chanteuse. L'arrivée de Daewoo au capital apporte un petit peu d'air frais à ZAZ, qui va sortir une nouvelle version de la Tavria en 1999, la Tavria Nova, tout simplement. Bon, il s'agit surtout d'un restylage et d'une modernisation de l'intérieur qui emprunte de nombreux éléments à la Daewoo Lanos. La Tavria Nova sera fabriquée jusqu'en 2007, le pick-up jusqu'en 2010 et la Slavuta jusqu'en 2011. Puis ensuite, ZAZ ne produisait plus vraiment de voitures spécifiques, il se contentait de rebadger des Chevrolet, notamment la Vida, qui était une version ukrainienne de la VO, et avec des chiffres de production extrêmement bas. Et voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette voiture. Cela dit, si vous avez des infos sur des voitures communistes, je suis preneur car j'ai beau les tacler, je les adore. Et je crois qu'on aime tous les voitures communistes finalement. Elles ont ce qu'on demande à une voiture, d'avoir du charme, d'avoir un truc en plus, ou des trucs en moins, mais c'est ce qui fait leur charme. Et n'oubliez pas évidemment le petit jeu concours que j'ai complètement improvisé, je vous le dis, c'était pas du tout prévu, pour remporter 20% de remise à valoir sur les montres sur la boutique Vintage Drivers. Pour participer, c'est très simple, je vous l'ai dit au début de la vidéo, il suffit de me dire le nom du groupe, le nom de ce chanteur, et dans quelle voiture il nous a malheureusement quittés. C'était en 1990 et je vous avais dit que je vous donnerais un autre indice. Eh bien, le nom du groupe commence par un K, les initiales du chanteur sont VT, et la marque de la voiture commence par un M. C'est quand même pas mal d'indices, ça. Donc pour participer, c'est simple, vous me dites tout ça dans les commentaires, vous me donnez vos réponses, et vous venez surtout me le dire sur Instagram, parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous répondre et vous envoyer votre code promo. Mon Insta, c'est RobinFortPVO. Bref, vous avez toutes les infos, tout ce qu'il faut dans la description, là, qui est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, évidemment, tous les mardis et tous les samedis. Ciao!